After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonsoir. Bonsoir. En cette heure tardive, après le deuxième match de pré-saison d'Arsenal, que tu n'as pas non plus regardé, il me semble. Bah si maintenant il faut aussi voir les matchs de pré-saison, c'est bon quoi. Si maintenant il faut regarder les matchs d'Arsenal, c'est bon. Hein. Non mais qui regarde les matchs de pré-saison à part toi Non mais surtout que là, je viens de voir une défaite 3-1. Ah, mais on s'en fout. Oui, on s'en fout, mais en fait, ce qui est chiant, c'est pas le fait de perdre, c'est le fait de voir dans un match qu'on est toujours aussi nul. En fait, exactement les mêmes problèmes. Mais alors, c'est pas la première équipe et c'est des joueurs qui s'en foutent. Ok, donc c'est un peu comme la petite finale France-Angleterre là. Je pense que tout le monde s'en foutait, mais Real Betis, ils s'en foutaient pas. Donc ça joue aussi, mais quand même, en fait, on a une équipe B avec des joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver. Vraiment, c'était quand même une équipe B. Il y avait quand même Gyökeres en pointe. Excuse-moi, c'était totalement gratos. C'est le premier joueur qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé au line-up. Donc il y avait Gyökeres en pointe, mais il y avait quand même Havertz en fait. Juste qu'il était, tu vois, en soutien, attaquant soutien. Et il y a Miles Lewis-Kelly qui était quand même plutôt bon. Et Calafiori, je dirais. Tu peux argumenter que Hincapié est peut-être un joueur titulaire normalement. Bon, si Calafiori l'est, Hincapié l'est pas jusqu'à maintenant. Mais Nwaneri était décevant. Doman, bon, il était sous marquage individuel, donc il foutait rien. C'était le retour du fer à cheval / contre-attaque. Et c'était horrible. Et mais donc, tu peux pas reprocher à cette équipe de... C'est même pas les joueurs, c'est même pas la première équipe, c'est la pré-saison, ils sont même pas tous vraiment encore au top de leur fitness. Tu vois, voilà. En fait, c'est la manière. J'ai l'impression de voir le Arteta qui foire, en fait. Peu importe les joueurs que tu mets, on le voit, le Arteta qui foire, on le voit dans notre, tu vois. Et je l'avais oublié. Non, mais attends, arrête. On peut pas lui donner un peu de crédit. Non, mais c'est pas tant lui. Lui, il a de crédit pendant longtemps. Tu vois son système quand ça marche pas. Ouais, c'est hyper non, mais là, chiant. Franchement, je pense, même pour nous, en fait, ça va être une longue saison encore. Si déjà on commence à la pré-saison à se prendre la tête, ça va être très très long. Si on perd le premier match de la saison, là, je peux dire, ok, bon, là, on peut faire un peu, voilà, il y a des problèmes, mais là, c'est bon, c'est la pré-saison, les joueurs sont pas tous rentrés, c'est pas idéal comme préparation. Sachant que tout le monde n'est pas là, qu'il y a eu la Coupe du Monde, que machin. Voilà, je pense pas qu'on peut tirer les conclusions. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est atteindre un bon niveau de physique, de fitness, pour pouvoir commencer la saison en forme, c'est tout. Ouais, mais un mec comme Nwaneri. Sur certains trucs. Un mec comme Nwaneri. En fait, là, ce que j'ai vu hors possession, surtout sur leur deuxième but, il est en mode flemmard, je vais pas monter sur le mec. Ça, avec Arteta... Mais on n'en sait rien. C'est ciao. On n'en sait rien. Mais moi, ça me rend triste si Nwaneri s'en va. Il a peut-être pas la fitness. Moi aussi, mais après, c'est comme ça. Hein. Moi, c'était triste qu'Aubameyang s'en aille. J'étais triste qu'Ozil s'en aille. J'étais triste que Bellerin s'en aille. Mais non, le seul où on était vraiment triste, tu l'as même pas cité. Xhaka. Non, bah alors lui, j'étais triste parce qu'il est parti un an trop tôt, mais il est quand même resté longtemps, il a fait ses preuves. Trossard. Non, un joueur qui n'a pas eu le temps de vraiment s'exprimer. Gabriel Jesus, non, il est encore là. Non, qui n'a pas développé son potentiel comme on l'aurait aimé, qui porte une place dans notre cœur. Helen. Mais sous Arteta ? Bah oui. Qui a sauvé Arteta un certain décembre qu'on a regardé ensemble. Un décembre où Arteta était en galère depuis son début de saison. Et Emile Smith-Rowe contre Chelsea sort un énorme match et sauve le job d'Arteta. Alors, en effet, comme on disait la dernière fois, il n'a rien prouvé après. Donc, ce sera peut-être le cas de Nwaneri si on le laisse partir. Emile Smith-Rowe, c'est bizarre parce que dans ces cas-là, tu peux pas savoir trop ce qui s'est passé parce qu'il le faisait pas jouer non plus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a pas prouvé à Fulham non plus qu'on allait le regretter, quoi. C'est ça, en fait. C'est que ce que j'allais dire, c'est que
À la limite, si maintenant il était fort à Fulham, je dirais, ouais, c'est Arteta qui a foiré, mais si c'était vraiment un grand joueur de talent, machin, ça aurait marché à Fulham. Après, tu sais jamais ce qui se passe dans ce truc-là. Parfois, le joueur, il aurait pu être, si, avec d'autres circonstances, il aurait pu être bon, on sait pas. Donc peut-être pour Nwaneri, c'est ça aussi. Mais je me dis toujours qu'un joueur qui a le truc, vraiment, ok, il va peut-être avoir un setback, il va peut-être avoir ça se passe mal, il est moins bon telle saison, mais il va toujours revenir derrière, tu vois. Henry, ça s'est mal passé à la Juventus, il est arrivé à Arsenal et hop, il a explosé, tu vois. Donc je pense que si t'es un joueur, t'es affecté et qu'après ça, ta carrière marche plus, c'est triste, ça arrive comme ça. Parfois t'as besoin des bonnes circonstances, mais voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Mais Ça veut dire d'ailleurs, que au moins, je me console en me disant que les lacunes que j'ai vues là, ce qui me manquait dans ce système, et qui manque aussi souvent en jeu de possession avec Arteta, c'est ce côté un peu incisif qui brise les lignes, un peu imprévisible. Et il semblerait qu'on est presque en train de confirmer un joueur qui, justement, excelle à ça. Notre bien-aimé qui a toujours été fair play et a toujours été bien gentil avec les joueurs d'Arsenal quand on a joué contre eux à St. James Park principalement, le pauvre Jorginho lui est entré dans son coude avec sa tête la dernière fois, on s'en souvient, comme dans la vidéo. Et ben, je parle donc de Bruno Guimaraes, qui de toute façon risque, peut-être qu'ils vont l'annoncer là demain ou là pendant qu'on est en train d'enregistrer ça, je l'espère. Et en tout cas, ce qu'il apportera en possession, c'est exactement ce que je trouve hyper frustrant dans ce que je viens de voir et dans ce qu'on a vu plein de fois l'année dernière. alors. Fais gaffe à pas trop tripoter ton... Oui, je sais. C'est parce que justement, j'ai vu qu'il bougeait, donc j'ai essayé de le remettre pour pas qu'il bouge T'inquiète, trop. si tu parles bien assez fort, ça va. En fait, tu peux le laisser où tu veux, faut juste parler assez fort. Non, mais j'essaye qu'il bouge pas trop. Quoi. Excellente transition. Vraiment fluide, smooth. Parce qu'on parlait d'un sujet et t'as fait... Et d'ailleurs... Et surtout que c'est un peu les mêmes positions que Nwaneri. Hein, donc... C'est aussi pour ça que Nwaneri risque de partir au moins en prêt. Voilà, pour boucler la magnifique transition. C'était une super transition. Et ce que je dirais sur Guimaraes, c'est qu'il y avait une photo de lui dans le journal de Guardian où il a des boucles d'oreilles avec ses initiales, Bruno Guimaraes, BG. Et en plus, il est assez BG sur la photo, donc ça tombe bien, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, ouais, de ce que j'ai vu, c'est dans The Athletic, bon, ceux qui connaissent ou celles qui connaissent, The Guardian. Donc BBC c'est... Sport. Apparemment, ils auraient trouvé un accord, Newcastle et Arsenal, pour 75 millions de livres de vendre Bruno Guimaraes. C'est pas encore officiel, mais bon, je pense que si ces médias le sortent, c'est que c'est pas juste des rumeurs, quoi. Alors moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Oui, comment dire, Jorginho, c'était famously, s'était pris son coude dans le cou. Donc on espère que Guimaraes n'a pas eu ses pattes. On espère que Guimaraes s'est pas fait trop mal au coude maintenant. Mais Jorginho, c'est pas cool aussi. Pourquoi il tend son coude, il tend son cou derrière de sa tête pour que l'autre prenne son coude dedans. C'est dangereux. L'arbitre a rien dit. Il s'est même pas pris de carton ou rien. Attends, c'est inadmissible. Bon, pauvre Guimaraes qui a toujours été fair play. Non mais en vrai, blague à part. Mais ça, on le savait avant, on n'en a pas trop parlé, je crois, dans ce podcast, mais il y a un podcast anglais que sans doute certains connaissent, qui s'appelle Arscast, où ils en parlaient. C'est qu'à un moment, ce genre de joueurs, même si, quand ils sont contre toi, tu les détestes, quoi. C'est ces joueurs que vraiment, quand on jouait à Newcastle, à chaque fois, c'était le joueur qu'on détestait, quoi. Mais quand il est dans ton club, t'es content de l'avoir. Parce que, il est super fort, il va nous améliorer, je pense. Enfin, il nous améliorer, je sais pas, mais il est hyper fort. Et je pense que il peut apporter beaucoup, on va en parler, mais surtout, t'as envie d'avoir ce genre de joueur qui provoque, qui crée des fautes que l'adversaire va pas aimer, tu vois. T'as envie d'avoir un mec super compétitif comme ça, et un peu, comment dire, je vais pas dire tricheur, c'est pas le mot, mais je sais pas comment dire, roublard, ou tu vois, malin. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Après, moi, je pense que c'est un joueur, comment dire, il joue plutôt en milieu central droit, alors il peut jouer à plusieurs positions, il peut jouer aussi en milieu défensif,
c'est plutôt un joueur c'est plutôt un meneur, mais qui va organiser le jeu, mais plutôt d'assez bas. Mais c'est un joueur qui peut aussi monter. C'est un joueur qui est bon en tir de loin. C'est un joueur qui est très bon pour les passes, surtout pour casser les lignes. Mais surtout Ça, rapide. on a beau. Avant Rapide. que la défense se restructure. Je dis ça parce qu'on en a parlé, je sais pas combien de fois cette année, quoi. Et surtout, c'est un joueur qui va essayer des passes difficiles, mais qui va peut-être foirer, mais qui a quand même un bon taux de réussite. Et je pense qu'en Première Ligue, c'est un des joueurs qui a tenté et réussi le plus de passes qui cassent les lignes et offensives. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on a besoin. Qu'est-ce que je veux dire? Après, défensivement, il est solide. Il est assez solide physique, dans les duels en 1 contre 1. Voilà, après, il n'est pas forcément hyper bon dans les airs, je crois. Il n'est pas forcément très... C'est pas le plus rapide. Il va pas galoper à toute vitesse comme Rice pour casser c'est pas... Même Zubimendi, tu vois, il va pas couvrir les mêmes distances. Mais c'est pas pour ça, je pense qu'on le prend. Mais c'est un joueur qui apporte à la fois offensivement, mais aussi quand même défensivement, qui est très... qui peut résister au pressing aussi. C'est très dur de lui prendre le ballon. C'est quelqu'un qui peut conserver le ballon très bien. Donc moi, je pense que c'est un très bon achat. Là où j'ai peur, enfin j'ai pas peur, moi je m'en fous, je suis même content, mais j'ai peur pour notre ami Odegaard parce que je me demande... Alors, c'est pour apporter de la profondeur aussi d'équipe parce que on pense que Rice va sans doute être un peu absent. Zubimendi, on sait que la saison dernière, il avait beaucoup trop joué et il a besoin de repos. Donc il est là aussi pour apporter une profondeur d'effectif. Mais moi, je pense que peut-être, et à voir, Arteta est en train de passer à autre chose par rapport à Odegaard. Parce que Odegaard, même s'il y a plein de choses, on l'a beaucoup critiqué et tout, Odegaard est encore très intégral même à cette équipe, mais soit il a besoin de compétition, soit il y a des choses qui manquent encore à son jeu, notamment dans les passes qui cassent les lignes, les passes vers l'avant rapides, comme tu dis. Donc est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on dit ça d'Odegaard et en fait c'est juste les instructions du coach de pas trop balancer le ballon vers l'avant et de garder pour rester en position de défense si jamais on perd le ballon. Donc je sais pas, c'est mon opinion. C'est un peu l'anti-Odegaard, tel qu'il est actuellement, Bruno Guimaraes. Parce que vraiment, qui est à la fois très physique, qui est capable de balancer les passes beaucoup plus vite vers l'avant quand il y a un espace pour l'attaquant. Et il a un vrai finish à l'entrée de la surface. Donc c'est vraiment tout l'inverse d'Odegaard qui n'a aucun de ces 3 éléments et qui a d'autres qualités. Oui. Pour contrôler un match, il n'y a rien de mieux qu'Odegaard. Si tu mènes 1 ou 2-0 et que tu veux manager un match jusqu'à la fin, là, tu as Odegaard, c'est parfait parce qu'il arrive à... Alors lui, c'est très dur de lui prendre la balle, en effet, et il sait à qui la passer pour pouvoir la récupérer juste après. Il sait à quel joueur il peut la passer pour être sûr qu'on va lui repasser après. Tu vois, ce genre de contrôle. Et en effet, je pense... C'est marrant que tu dises ça parce que je pense qu'en effet... Je vais peut-être me tromper complètement tactiquement, mais je pense que c'est plus Odegaard qui doit s'inquiéter de ce transfert que Zubimendi. Alors, en effet, à chaque fois, on parle comme si tous les joueurs étaient tous dispo toute l'année, alors qu'on sait très bien qu'en fait, on fait qu'avec des blessures tout le temps. Donc, ça se trouve, là, Rice, il va... Non, mais même sans blessure. Même sans blessure, justement, c'est bien de pouvoir faire tourner pour éviter les blessures. Voilà, mais je veux dire, si regarde l'année dernière, il y en a un qui nous a manqué pendant des mois et des mois, c'est Merino, qui est quand même un peu dans ce même genre de poste. Différent, c'est quand un même. milieu plus offensif que ce qu'on pense, mais qui est quand même solide défensivement, qui joue peut-être différemment, mais qui occupe des postes similaires. Oui. Non, c'est vrai. Mais je dirais que... Alors, tu dis que c'est l'anti-Odegaard, et je suis d'accord. C'est vrai. Mais c'est l'anti-Odegaard, mais sachant que en termes de poste et de style de jeu, c'est le plus proche d'Odegaard de l'équipe. Mais on pourrait penser qu'il joue plus bas qu'Odegaard. Mais non, mais ce que je veux dire, il a tendance à monter, et Odegaard a tendance à descendre. Non, mais c'est pas du tout le même genre de joueur, mais en termes de... c'est tous les deux des milieux centraux droits, c'est tous les deux des joueurs qui doivent faire progresser le jeu, doivent faire progresser le ballon. C'est tous les deux des joueurs qui doivent apporter offensivement des assists et des buts.
Donc, dans ces conditions, c'est un joueur qui est en compétition avec Odegaard. Après, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes joueurs, Ouais, ils ouais. sont pas du tout les mêmes attributs. Mais est-ce que ça dépend? Ça se trouve, toi, tu parles du système tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, mais ça se trouve, le système, il va changer, tu vois. Ça se trouve, ça va être double pivot, Oui. Rice, Bruno Guimaraes, avec Odegaard devant, ou Eze en 10. Ou Eze, ouais. Mais en effet, Ou Eze à gauche. c'est pas forcément exploité. Et on pourra avoir Eze ou Odegaard, en tout cas le numéro 10 qui dérive un peu vers la gauche, et Bruno Guimaraes qui monte. Tu vois, et du coup, on aurait un Rice de facto plus en 6 qui laisse monter Bruno Guimaraes plus l'autre milieu. Donc à ce moment-là, c'est Zubimendi qui devrait s'inquiéter. Mais je sens que ça va être plus un 4-3-3 avec un Odegaard qui s'inquiète, en effet. Après, moi, peut-être qu'il n'y en a aucun qui doit s'inquiéter. Hein. C'est juste, voilà, c'est pour avoir la C'est ce profondeur que je dis, d'équipe. c'est-à-dire qu'on peut Ça pas fait de la parler compétition comme ça, en fait. aussi. Mais si ça se trouve, Guimaraes va pas jouer un seul match parce qu'Odegaard sera tellement chaud, quoi. Mais je serais pas étonné qu'avant la fin août, Odegaard serait vendu. Bah, c'est pas impossible. Après, je pense pas quand même, parce que c'est quand même un joueur, c'est un peu la voix d'Arteta sur le terrain, c'est le capitaine. Il est quand même, on l'a critiqué, moi le premier, et c'est vrai qu'il pourrait apporter plus offensivement en termes de but, en tout cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait qui sont pas, moi, si qu'on tu ne me voit demandes, pas je ou veux le garder. dont on ne parle pas. Mais voilà, je serais pas étonné s'il est plus là. Après, c'est peut-être trop radical. C'est peut-être trop, tu vois. Ça dépend qui d'autre on vend, quoi. Si tu vends aussi Martinelli, aussi Odegaard, si tu commences à vendre trop, tu fais une sorte de rebuild qui te permet pas d'être dans le gagner maintenant. Alors que clairement, un transfert comme Bruno Guimaraes montre qu'on veut gagner maintenant. Tu vois, c'est pas Bouhaddi, quoi. On n'est pas en train de miser sur un jeune pour dans 3 ans. Quoi. On peut penser qu'avec Arteta, il a ce côté impitoyable de ok, toi, t'apportes plus assez, donc maintenant, on va prendre un autre joueur. Et moi, je pense pas. Par exemple, là, on va vendre sans doute Norgard à Everton pour 7 millions, je crois, à peu près. Un truc comme ça. Moi, je pense que l'année dernière, ils avaient pris Norgard parce que justement, ils savaient qu'ils allaient avoir besoin de profondeur d'effectifs. Sauf que Norgard n'était pas au niveau, apparemment, je pense. C'est pour ça qu'il a joué si peu. Et je pense pas qu'à Arsenal, ils s'attendaient à ça. Je pense qu'ils auraient voulu quelqu'un qui aurait pu vraiment contribuer. Et je pense que là, il y avait une opportunité. Peut-être que down the line, tu vois, plus loin, ils voient aussi le fait qu'Odegaard est peut-être moins bon, donc peut-être le vendre, pas forcément cette saison, mais plus tard. Ou si, tu vois, il diminue, qu'on ait quelqu'un. Peut-être c'est ça, tu vois. Mais de se dire, voilà, en fait, on avait déjà prévu la saison dernière, d'avoir un milieu en plus en la personne de Norgard. Et là, ça n'a pas marché, donc maintenant il nous le faut. Et qui de mieux que Guimaraes pour avoir ça. Mais c'est vrai que je pense pas qu'ils achètent Guimaraes juste pour qu'il soit là pour, tu vois, pour jouer quelques minutes par-ci par-là. Mais si tu dois faire un 11 de cette année à venir, Guimaraes il est dedans, forcément, à ce prix-là. Non, mais moi je pense que c'est un peu différent aussi dans le sens qu'on sait que Rice et Zubimendi ont beaucoup trop joué. Rice, on sait qu'il avait une blessure, même s'il a joué à la Coupe du Monde. Il a joué à la Coupe du Monde jusqu'à la fin. Zubimendi aussi, même si Zubimendi a moins joué. Donc il y a ce facteur-là à prendre en compte. Et voilà, on va pas commencer la saison au risque de blesser Rice et Zubimendi ou au risque qu'ils soient moins performants cette saison. Mieux vaut. Moi, je suis content qu'on ait un Guimaraes là pour jouer à leur place quand ils sont pas au top, où ils sont, tu vois, où ils se reposent, où ils ont besoin d'être eased back into it. Tu vois. Je fais plein d'anglais là aujourd'hui. Ouais, c'est genre le 12e, je pense. Parce que j'arrive pas, je lis que des articles en anglais. Non, c'est pas pour me vanter. C'est pas pour me vanter du tout, mais c'est parce que j'ai lu plein d'articles en anglais. C'est la fausse modestie. Non, mais c'est pas la fausse modestie. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? En tout cas, celui qui va... Enfin, il y en a quelques-uns qui vont bien en bénéficier. C'est quand même Saka, je pense, de cette présence de Bruno Guimaraes s'il joue milieu droit tel qu'il joue à Newcastle, parce qu'il va pouvoir enfin se libérer un peu, avoir des passes soit plus rapides, soit un mec qui monte et qui vraiment occupe les défenseurs. Bon, Odegaard, Saka... Quand ça marche bien, mais je persiste à dire que la temporisation d'Odegaard nuit à Saka, qui a besoin de recevoir la balle plus tôt quand il est encore en 1 contre 1.
Après, Saka lui-même a été ralenti cette année. Ouais, et puis il est souvent isolé. Il n'a pas la même exclusivité et explosivité. Et là, il va peut-être la retrouver en espérant qu'il ne se reblesse pas. Je touche du bois et voilà. Déjà, je pense qu'il ira plus vite parce qu'il s'est coupé les cheveux. Il n'a plus le high top, les cheveux plus courts. Donc, il sera plus aérodynamique. J'espère que c'était ça le but. La profondeur au milieu de terrain. Declan Rice, Bruno Guimaraes, Martin Zubimendi, Miles Lewis-Kelly, Mikel Merino, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Ethan Nwaneri. C'est quand même pas mal. Miles Lewis-Kelly. Oui, je l'ai dit. Ah merde. Et t'en as pas oublié un Fabio Vieira. Ah, Fabio Vieira. Il est dans l'équipe ou il n'est pas dans l'équipe? Pour l'instant, il est dans l'équipe. Il a bien joué à Hambourg ou il n'a pas bien joué à Hambourg? Bof, je sais pas. Et là, en tout cas, ce que j'ai vu ce soir, oublie. Ah, il a joué, j'ai même pas il vu. est rentré à la mi-temps, quoi. Non, mais il est nul, mais c'était juste pour faire une blague, quoi. Non, mais par contre, je crois qu'il a vraiment bien joué à Hambourg, et du coup, il voulait le vendre à Hambourg, genre 20 millions, et... Ouais, bah oui. C'était impossible. C'est mort, quoi. Non, mais bien joué. C'est chiant, de toute façon, moi, j'arrête avec la Bundesliga. J'arrête. C'est pas parce qu'ils jouent bien en Bundesliga qu'ils sont bons au foot, en fait. Mais Gyökeres, il jouait pas en Bundesliga. Non, mais c'est pareil. Tu parles d'Olysée, tu détestes Olysée. Ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi j'ai pas parlé de Gyökeres? Non, mais la Bundesliga, le DIG, la Bundesliga, c'était pour Olysée, j'ai compris. Tu le détestes depuis la petite finale. Bon, ok. Peut-être qu'il remontera dans ton estime. C'est pas que la petite finale, c'est aussi la demi-finale. Mais je le déteste pas, Olysée. C'est juste que je l'ai pas encore vu jouer un bon grand match. Pas encore. Je l'ai vu passer à côté des grands matchs quand je l'ai vu jouer. Je le déteste pas. J'en ai rien à foutre de lycée, en fait. Il a décidé d'aller là-bas, au Bayern, pour pouvoir monter ses stats. Il aurait dû venir à Arsenal. Bien sûr. À partir du moment où un joueur décide de pas aller à Arsenal, je vais pas le porter dans mon cœur. Enfin, tu vois. Il n'y a pas de... Mais, parce que je sais qu'on voulait le prendre. Moi, j'aurais aimé, et surtout à l'époque où il n'était pas encore aussi cher, je pense. Et nous, on n'était pas encore aussi bons. Enfin... On n'était pas si attractifs que maintenant. Si, c'était à la fin 2024. Tu vas me dire qu'on était moins attractifs que Bayern? Qu'est-ce qu'ils avaient gagné à part la Bundesliga, qui gagne chaque année? La Champions League, fin 2024? Tu veux dire 2023-24? Fin 2024? Tu veux dire 2023-24? Donc c'est pas fin 2024, c'est en mai 2024. L'été 2024. Qu'est-ce qu'ils avaient gagné? Ils avaient gagné la Bundesliga, génial. Ouais. C'est comme terminer 5e en Première Ligue. Mais en fait, j'ai une petite section, tu vois, qui va être surprise. Si tu veux, on parle de cette petite section avant ou après. Avant ou après de parler de Vinicius. On a fini la Coupe du Monde. Non, mais ma petite section, c'est les ailiers. Les ailiers, en général, dans le football. Ok. Wow. Depuis que Salah a pris sa retraite, là. Attends. On dirait que, tu sais, c'est les espèces d'émissions à la con. Et t'as une espèce de teaser, ça fait talala. Et après, ça plonge dans le truc, tu vois. C'est une musique, ça plonge. Et après, t'as une musique. T'as une petite musique, tout d'un coup, ça se calme. Et après, depuis que ça là, nanana, tu vois. T'as fait un peu comme ça. Ça fait une petite hallucination auditive, là. La Première Ligue. Est-ce que les bons ailiers, les meilleurs ailiers du monde, en fait, ne veulent plus aller en Première Ligue? Tu te souviens de l'époque Barclays Première Ligue? Où les ailiers, c'était quelque chose, quoi. Et là, depuis qu'il n'y a plus Salah, il reste quoi comme ailier? On peut dire Saka, qui d'ailleurs a fait une saison bof. Et est-ce que Saka a vraiment le profil ailier? Tu vois, ailier, c'est genre Madueke. C'est Martinelli. Non, mais on va arrêter de pinailler, là, c'est bon. Non, mais... Ailier, c'est ailier, quoi. Ok, ailier, c'est ailier. Alors Saka, il est hyper bon. Qui nous le prouve? Qui nous le prouve qu'il a le niveau de Salah, ok? Qui nous le prouve qu'il a le niveau de Ronaldo à Manchester United. On va pas faire une démonstration mathématique, c'est bon. Non, c'est abstrait, en fait, là. Est-ce que la Première Ligue est devenue telle, avec un jeu hyper physique où ils se mettent à deux sur les ailiers, ils leur cassent les jambes. Qu'est-ce que tel à avoir là-dedans? Il joue à Tottenham. Mais... Et d'ailleurs, tel est un ailier nul aussi. Oui. Pourquoi aussi? Je sais que tu as voulu faire un jeu de mots pourri. Mais non, je dis qu'en fait, il n'y a plus de bons ailiers en Première Ligue parce qu'il y a un système qui leur demande de défendre comme des malades parce qu'on se tape des contre-attaques. C'est mon postulat. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que le paysage des ailiers en Première Ligue est en train de s'appauvrir. Et que les ailiers tels au lycée refusent d'aller en Première Ligue. Et ils ont raison. Mais tu sais ce que c'est la solution? Un architecte paysagiste. Si le paysage des ailiers est une fois en moins bon.
Ok, non mais t'as raison. En fait, c'est encore la pré-saison. Je sais même pas pourquoi j'essaie de soulever des problèmes sérieux, en vrai. On demande à Constant et il nous refait la première ligue, quoi. Il peut nous refaire quoi, des petits passages piétons pour les ailiers? Voilà, exactement. Un peu bio recyclable. Bon, je sais pas où on en était parce que Vinicius, tu crois que Vinicius il a envie de se faire casser des jambes et devoir défendre et de voir des mecs qui déjà vont défendre à une vitesse et ensuite en quelques transitions ils se retrouvent comme un bolos? Mais pourquoi on s'énerve là-dessus? Pourquoi on s'excite là? Ouais. C'est pas grave. Moi je m'énerve pas. En fait, je suis peut-être un peu frustré des news que j'ai vues de Vinicius là. C'est pour ça que j'avais une petite section sur les ailiers. Donc voilà, je sais pas si les ailiers d'abord. Alors moi je voudrais juste vite adresser, enfin non on dit pas adresser mais t'as dit, tu te souviens quand c'était la Barclays Première Ligue, genre c'était trop bien que ce soit Barclays, tu vois. Mais non, c'est un concept en soi, la Barclays Première Ligue, c'est le pic de la Première Ligue. Attends, Barclays Première Ligue c'était quoi, début 2000 ou 2010? Début 2000 jusqu'à début 2010, non? Alors moi quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à regarder de plus en plus le foot et Arsenal et tout, que j'allais au pub tout le temps, que j'habitais en Angleterre, je me rappelle que c'est là que j'avais été exposé à la punditry, donc les espèces d'analystes. Mais c'était beaucoup mieux qu'en France. Maintenant, on a ça en France aussi, mais à l'époque, on n'avait pas autant ça. De 2004 à 2016. Interminable. Ah ouais, voilà. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, les commentateurs, les analystes, les anciens joueurs, ils parlaient tout le temps du mythique, du old school winger. Tu vois, genre l'ailier old school qu'il y avait avant en Angleterre. Ils disaient, je te dis ça, c'était dans les années fin 2000-2010, tu vois. Ils disaient genre, ouais, mais maintenant, il n'y a plus ces anciens ailiers old school où ils étaient juste près de la ligne de touche et ils balançaient des centres, et ils battaient leurs défenseurs et ils balançaient un centre. C'était ça le old school winger, il y avait déjà plus ça pour eux, parce que eux c'était ça en fait. Et ils disaient maintenant c'est les arrières gauche, arrière droit qui font ce job, et les ailiers c'est des genres des Nasri ou des... qui en avaient nous, tu vois ce genre de joueurs, Nasri, Arshavin, des trucs comme ça, tu sais, un peu plus petits qui vont vers l'intérieur. Des wingfielders. Ouais, des inside forward, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ouais, des wingfielders. Des ailiers intérieurs, je sais pas comment on dit. Et je me rappelle, il y avait déjà ce débat un peu de l'ancien ailier, mais non, moi je pense que c'est juste comment, en fait, oui, c'est comment tu définis la position d'ailier. Genre, c'est quoi? C'est un joueur qui doit juste être bon en dribble et être bon en centre et de temps en temps mettre des tirs de loin? Ou est-ce que c'est un joueur qui est un peu comme Saka, qui peut un peu faire les deux, qui peut revenir vers l'intérieur, un peu faire le jeu, ou un peu finir des chances, ou se retrouver en 1 contre 1, ou jouer avec le milieu central droit. Donc il y a plusieurs profils différents. Ailier, c'est juste la position que tu as au départ. Mais après, ça peut changer, tu vois. Mais je pense qu'il y a toujours, de tout temps, il y a eu des différents types d'ailiers. Et moi, je vois pas pourquoi la Première Ligue, ce serait pire qu'à d'autres endroits. Toi, tu dis qu'en fait, en Première Ligue, ils ont moins de chances de s'exprimer et moins de chances J'ai l'impression que en fait, ce qu'on a analysé dans l'évolution de la Première Ligue, dont on a parlé beaucoup sur ce podcast, avec des équipes qui sont maintenant très riches à tous les niveaux et qui s'achètent les meilleurs joueurs d'Europe et du monde pour défendre et contre-attaquer, ça nuit à la qualité de nos ailiers. Et des Mohamed Salah, Sadio Mané, Hazard, Ryan Giggs, Mahrez, Sterling quand il était bon. Je sais ce que tu vas dire. Attends, Ryan Giggs, là, tu pars un peu trop loin. Alexis Sanchez, enfin... Non, mais Ryan Giggs, ailier bon, là, tu remontes au fin 90, quoi. Bon. Là, je t'ai dit dis non. Je t'ai dit dis non. Quoi? Je t'ai dit dis non. Enlève Ryan Giggs si tu veux. On va pas passer 10 minutes sur Ryan Giggs. Je t'ai dit dis non. Cristiano Ronaldo, c'était pas un ailier top à United? Tu m'as dit dis non. J'ai dit non. En fait, c'est une soirée soit anglicisme, soit jeu de mots de merde. Mais ils sont tellement nuls que je les remarque pas, tu vois, sur le moment. Alors, non mais attends, je sais pas, il y a quand même des ailiers qui arrivent à s'exprimer, je suis désolé. Comme qui maintenant? Doku, qui met 6 buts par an et qui s'est révélé dans les 2 derniers mois quand son équipe s'est écrasée.
Saka, qui était blessé toute l'année, justement, parce qu'il se fait dégommer les jambes et qu'il doit défendre. Ouais. Justement. Il n'y a personne comme ailier. Attends, je réfléchis. Et Semenyo, c'est quoi? Hein? Voilà. Ouais, mais Semenyo qui prouve encore quelque chose. Enfin, il est arrivé en janvier à City, il était très bon, et lui aussi, il a collapse sur la fin. Attends, il a gagné la Carabao Cup, la Carling Cup et la FA Cup. C'est pas trois choses différentes. Oui, non, enfin la Carling Cup et la FA Cup, quoi. Il a fait le Cup. Attends, il a fait le doublé. Il a fait le doublé des coupes de merde. Franchement, c'est pas mal. Non, mais voilà. Non, mais attends, Semenyo, il était bon. Il y a des Ryan qui joue à Bournemouth, il était bon. Bon, je sais pas quelles sont ses stats. Bref, et Vinicius alors. Alors, bon, là, on fait la transition. De toute façon, ces histoires d'ailier, là, c'est parti nulle part. Non, c'est parti du fait que je trouve justement que c'est dommage. Non, mais Vinicius, c'est potentiellement un ailier qui va élever le niveau, mais lui-même, il doit savoir. Mais après, je comprends. Est-ce que j'ai envie de ça? Pour revenir vite fait sur Olysée. Ah, mais oui, c'est vrai que ça partait de lycée. Il a été en Allemagne pour un peu améliorer ses stats. Non, je pense pas. Je pense qu'il avait juste été ambitieux et je pense qu'Arsenal, il se disait il y a Saka qui est trop fort et je vais pas aller là. Bon, mais je pense. C'est vrai, par contre, que c'est clair que quand il a combien d'assists, 20 assists la saison dernière, toutes compétitions confondues, 15 buts, bah, c'est clair qu'en première ligue, il n'aurait pas ça. Encore que sa dernière saison avec Crystal Palace, je crois qu'il avait quand même 9 buts et une dizaine d'assists. Donc, à Crystal Palace, c'est pas mal. Mais c'est clair qu'il n'aurait pas eu les mêmes chiffres. Après, est-ce que les joueurs ont envie d'avoir des stats incroyables pour eux, quitte à être dans un club un peu ou dans une ligue moins forte, ou est-ce qu'ils veulent juste être dans la meilleure ligue du monde et gagner dans la meilleure ligue du monde, tu vois? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'ils veulent à un moment? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Bah ouais. Lui, il veut gagner la Ligue des Champions et gagner la Coupe du Monde à la limite, je pense. Quoi? Au lycée, il veut gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, j'imagine. Ouais, bah, bonne chance pour gagner ça avec le Bayern. Hein. Je te dis, tu peux pas attendre de gagner la Coupe du Monde avec le Bayern, ça va être compliqué. Hein. Non, merde, c'est débile ce que j'ai dit. Je voulais dire la Ligue des Champions. Oui, je sais. Voilà. De toute façon, je sais pas, tu veux toujours défendre au lycée, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un mec qui refuse la moindre expression du visage pour avoir l'air cool qui va au Bayern, dans la pire équipe d'Europe, qui va au Bayern, la troisième pire équipe d'Europe. Non, mais t'as le trône. Alors, Real, Barça, PSG et Bayern, à peu près tous ensemble là. Il va dans cette équipe. Ok, il joue pour l'équipe de France et il fait quelques bons matchs contre la Suède. Et après, je suis censé lui jeter des fleurs? Non, mais ça va. Bon, laissons-lui le temps. Je suis sûr qu'il va apporter des bonnes choses à l'équipe de France. Et n'oublions pas qu'au JO, il a fait une bonne perf. Bon, bref, on s'en fout. Avec Zidane, ce sera peut-être mieux. Juste pour revenir sur le Bayern, c'est clair que, tu vois, Harry Kane, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Bayern, pourquoi? Parce qu'il savait qu'à Tottenham, il va jamais rien gagner. Mais il voulait enfin gagner. Il a jamais rien gagné sa vie. Il se dit, putain, faut quand même que je gagne un trophée. Merde, avec l'Angleterre, je vais jamais rien gagner. Je sens que ça va être une petite balle perdue, ça encore. Bah voilà, c'est ça la balle perdue, c'est qu'à un moment, tu vas au Bayern, mais s'il y a un club où tu sais que tu vas gagner un trophée, c'est bien le Bayern. Un trophée majeur, hein, parce que si c'est pour gagner la Carabao Cup, bon, ok, mais tu sais que tu vas gagner la Ligue parce que Bayern, ils ont gagné la Ligue. Je crois que les 20... Non, j'exagère. Je sens que ça les 15 dernières années, ils ont gagné 14 fois, tu vois. Ou 13 fois, parce qu'il y a le Borussia Dortmund qui a gagné une fois. Je crois que la dernière fois, ils ont gagné en 2000... de 2013 à 2024, ils ont gagné à 2023. Pendant 10 ans, ils ont gagné tous les ans. Tu vas là-bas, bah, tu sais que tu vas gagner. Bon, sauf évidemment Kane, qui, sa première saison, n'a pas gagné la Ligue. Exactement. Mais il a fini par la gagner. Mais en fait, ce que je trouve nul, c'est que, bah ouais, voilà, ok, t'es au Bayern, mais Bayern, c'est genre, il n'y a aucune compétition au Bundesliga, c'est nul. Je sais pas, quel joueur pro a envie de... Lui, il commençait à vieillir par ça, contre. Quoi. Donc, tu vois, quand t'es quand même au début de ta trentaine, je peux comprendre que t'as envie d'aller dans une ligue un peu plus... ouais, mais tu vois, c'est un peu plus genre... de projection, quoi. Ouais, mais c'est un peu comme quand j'étais petit, tu vas au manège, tu vois, et il y a le pompon, tu sais, t'as déjà eu ça? Ouais. T'as l'espèce de manège, t'as un pompon comme ça. T'essaies de l'attraper, t'arrives pas, et puis c'est la fin du manège,
Et t'as le mec qui est sympa, il voit ce gosse-là, il l'a pas eu, allez, je vais laisser le prendre la dernière fois. Bah Kane, c'est ça, tu vois, c'est genre, ok, il a son transfert à la fin, il a jamais eu le trophée, on va lui laisser avoir le trophée facile au Bayern. Voilà, petite balle perdue, c'est fini. En tout cas, bon, ça y est, écoute, aujourd'hui, ça a été annoncé que le Real a enfin augmenté son offre de contrat à Vinicius et on attend donc la réponse de Vinicius. Est-ce que Vinicius va considérer que c'est assez pour qu'il décide de signer? Apparemment, ça va être le cas. S'il décide que c'est insultant de lui proposer si peu par rapport à Kiki Mbappé, qui lui a 100% des droits à l'image, en plus d'un contrat énorme et en plus d'avoir un bonus et la signature énorme parce qu'il n'y avait pas de frais de transfert à payer avec le PSG. En tout cas, Vinicius veut des termes assez similaires. Est-ce que le Real s'en approche? Est-ce que Vinicius sera... je n'ai pas les détails de l'offre actuelle. En tout cas, il paraît qu'elle est augmentée par rapport à ce qu'ils avaient proposé avant. Donc, il y a une plus forte chance que Vinicius l'accepte. Moi, je dis au moins c'est réglé. On peut se concentrer sur un autre ailier maintenant. Je ne sais pas si c'est insultant de lui proposer si peu. C'est peut-être un calife. Putain. Bon. C'est vraiment... No comment. C'est vraiment de... C'est de la merde ce soir. Mais j'ai limite envie d'arrêter de supporter Arsenal, tu vois. Ah, waouh. Et ça veut dire beaucoup. Non, mais... Bon, je l'ai dit déjà, mais cette histoire de Vinicius, j'y croyais jamais. Pour moi, c'est juste... C'est vrai. De toute façon, on l'a dit ici. La dernière fois, on l'a dit au dernier podcast. On l'a dit de toute façon, c'est pas réaliste, arrêtons d'espérer. Non, mais en fait, je pense que ça arrange tout le monde. C'est-à-dire que... Enfin, le Real, je sais pas si ça les arrange, mais tu vois, Vinicius, il fait un peu comme ça croire que peut-être il va aller à Arsenal, comme ça, le Real peut lui offrir un meilleur truc et dire merde, on va pas le perdre et tout, machin. Arsenal, c'est cool de dire à tout le monde, bah ouais, on essaie d'avoir Vinicius. Vinicius est d'accord, si jamais il signe pas, il est d'accord pour venir chez nous. Ils perdent pas trop la face, ils peuvent dire qu'ils étaient dans la conversation. Ça fait genre, waouh, maintenant, on a franchi un cap, tu vois, on est dans la conversation pour signer Vinicius, même si ça va jamais arriver, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu montrer qu'on est ambitieux, machin. Et au final, moi je pense que Vinicius a jamais eu l'intention d'aller à Arsenal. Je pense que c'est juste une question de... J'essaye d'avoir le max pour mon contrat, et voilà, quoi. Et c'est tout, quoi. Donc oui, arrêtons avec cette histoire. C'était sympa, vite fait, de rêver un peu, et maintenant, qu'on se concentre sur une vraie target, quoi. Qu'on arrête de perdre un peu du temps, parce que bon... Je me demande comment ils vont faire marcher ce système Mbappé-Vinicius. Hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Depuis qu'il y a tous les deux, ça ne marche pas. Mais tu sais bien que le Real, c'est pas ça. Le Real, c'est... Mais je dis pas... Il faut qu'ils aient plein de stars. Bah, j'ai l'impression... C'est pas qu'une histoire de ça marche sur le terrain ou ça marche pas. Quand il y a plein de stars, c'est là où ça grince. Oui, mais ça finit toujours par marcher à un moment. Tu vois, ils sont des tels bons joueurs que, ok, ça marche pas peut-être la plupart de l'année. Non, mais là ça marche vraiment pas. Ils se font laminer par Barcelone à chaque Classico, quoi. Parce qu'il y a une équipe qui taffe, quoi. Enfin, c'est... Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu malheureusement l'exemple de France-Espagne, où t'as les meilleurs joueurs du monde contre la meilleure équipe du monde. Ouais, les meilleurs joueurs du monde, défense centrale et attaque, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est... T'as une équipe avec plein de bons joueurs, oui, mais qui a pas les attaque, 11 mais qui n'est meilleurs pas joueurs hyper du monde fonctionnel. non plus. C'est pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas fonctionnel. Et en face, t'as une équipe avec 11 individus contre un système, quoi. Bah, c'est un peu ça, même pour faire en cliché, oui. Mais je pense que le Real Barça, c'est plus ou moins ça. C'est Real, t'as des joueurs des game changers, des joueurs incroyables qui peuvent te changer un match, mais ils sont pas aussi fonctionnels que le Barça, tu vois. Mais ils n'ont pas la même cohésion. Donc c'est pour ça. Mais par exemple, du point de vue de Vinicius lui-même, ok, le Real, c'est le Real, et il a grandi avec ça. Il n'a pas grandi avec Arsenal, là où il a grandi, c'est sûr. Mais t'as pas envie d'être la star de Première Ligue, parce qu'il reste que Haaland. Hein. Il reste que Haaland. Et Haaland, si t'as Vinicius et Haaland dans la même ligue, si on parle d'image commerciale, de rayonnement mondial, bon, après Vinicius, il pourrait aller à City aussi, tu vois. Mais là, c'est Arsenal. Enfin, peut-être que je surestime l'attractivité du club que je supporte et qu'en fait, je suis un peu ridicule parce que ça reste un club qui est plutôt average à l'échelle mondiale. Mais quand même, genre, la Première Ligue est en demande de stars en ce moment.
t'as un package financier de fou, t'es dans la ligue la plus regardée du monde. Même le Real, ils sont en train d'essayer de Florentino Pérez et autres, ils sont en train d'essayer de créer cette Super League parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont pas au même niveau financier, voire financier qui va arriver. Et ils poussent tout pour avoir un deal moins bon avec le Real que celui qu'il aurait avec Arsenal. Mais, je suis pas sûr qu'il aurait un deal moins bon. Si, parce que c'est pas là en fait, là le Real, ils sont pas allés au niveau de ce qu'il lui demandait. Mais ils sont allés juste un peu au-dessus de ce qu'ils avaient proposé avant. Mais lui, ce que lui demandait, Arsenal l'a accepté, si j'ai bien compris la saga. Après, il faut se mettre à la place du joueur aussi. Moi, je me mets à sa place. En termes de prestige, ça, on peut pas se le cacher. En termes il de a prestige, gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, il a marqué en finale de la Ligue des Champions. Il peut venir gagner avec Arsenal. Ce sera un autre niveau de stardom. Ouais, mais je sais pas, parce que moi, je pense qu'un joueur, surtout qui a dû grandir justement avec le Real et tout ça, et pas forcément avec Arsenal, à mon avis, parce qu'on n'était pas bon à l'époque. Mais moi, je me mets à sa place en termes de prestige, tout ça. Il n'y a pas mieux que le Real, il faut l'avouer, tu vois. Ils ont 15 Ligues des Champions, même si, bon, les premières, c'était un peu. Encore une fois, on va pas parler de l'histoire un peu shady de Madrid. Mais voilà, tu peux comprendre que. Je peux comprendre. Pour lui, Arsenal, c'est pas forcément. Même si, oui, mais qu'il y a plein de facteurs qui vont contre ça, je trouve. Il y a plein de critères. Et après, il y a aussi des gens, ils sont pas bêtes. Ils savent bien que ils vont être beaucoup plus valorisés en Liga ou en Bundesliga ou, tu vois, au championnat italien que en Première Ligue. Parce qu'il y a des joueurs qui ont l'air extraordinaires et qui le sont. Mais dans ces ligues-là, parce qu'il y a moins de compétition, mais tu les mets en Première Ligue, tout d'un coup, tu réalises qu'il y a des matchs, ils ont du mal et ils n'arrivent pas à sortir les mêmes buts, les mêmes chiffres. Ouais, mais un mec comme ça, il a confiance en lui pour atteindre le niveau de Salah, quoi. Il sait qu'il peut exploser et devenir une légende de Première Ligue. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a peut-être l'effet, comme il y a Mbappé là-bas, là, ils viennent d'acheter Diomandé, qui est un jeune joueur qui joue plus ou moins à gauche aussi, je crois. Ou à droite, je sais plus. Il joue principalement à droite, Diomandé. Donc, il a besoin d'être la main star, tu vois. Il a besoin de. Et ça, il le serait sans doute à Arsenal. Mais ça, évidemment. Mais pour lui, c'est pas assez de prestige, Arsenal, je pense. Moi, je pense que c'est ça. Ça se résume à ça. Mais c'est ça qui est bête. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs rationnels. Ça veut pas dire qu'on n'est pas un club prestigieux. Plein de facteurs rationnels autres que ça, quoi. Mais moi, je préfère 1000 fois mon club que Real. Tu vois. Bon, Real, voilà, on va pas commenter sur ça, mais on a une énorme fanbase. On l'a vu là avec le titre. En plus, il vient d'être victime d'insultes de racisme contre Benfica. Le coach, c'était Mourinho, qui a défendu son joueur. Après, en gros, en disant Vinicius, en même temps, il l'a un peu cherché parce qu'il est relou. Tu te rends compte ? Mais ça, je pense pas que ça, il a trop kiffé. Mais moi, je pense qu'il sait aussi qu'il voit bien que Mourinho, ok, il est là maintenant, mais il sera pas là tout le temps, tu vois. C'est ça aussi. Je pense qu'en effet, de toute façon, il est là maximum 2 ans et demi, Mourinho, d'habitude. Voire 3 ans. Ouais, et puis en plus, alors là, pour le coup, bravo Mourinho, parce que il était vraiment en déchéance, parce qu'il était devenu... Enfin, il avait perdu son mojo, on peut le dire. Et il a réussi à se refaire prendre par le Real en ayant été nul depuis... En gros, depuis... C'était quand la dernière fois qu'il était bon ? Qu'il a vraiment gagné des trucs ? C'était à Chelsea en 2015 ? Ouais. Il a rien fait depuis. Manchester, il était nul. Tottenham, il était nul. Il a fait que de la merde tout le temps. Et il a réussi à con his way, à arnaquer tout le monde pour revenir au Real. Bravo. Hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en lui, mais ok. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Par contre. Moi, j'ai hâte de voir qu'il va bien foirer en encore. termes d'explosivité, enfin d'étincelles de... Non, mais il est complètement has-been. Il va encore faire On dit que nous, à Arsenal, on est genre Arambol et compagnie, qu'on parle de base. Mais alors lui, il le fait, mais sans aucune autre tactique. Il dit juste aux joueurs, vous restez défendre et vous vous démerdez en attaque. Et tout le monde criait au génie à l'époque. En fait, on estime qu'il va réussir à manager ses égos. J'imagine que c'est ça son soi-disant point fort. Même pas. Je te dis, ça marchait à l'époque parce que c'est différents types de joueurs et de générations, mais je pense que ça marche plus. Bon, je dis ça, je l'aime pas. Hein. Voilà, j'ai juste envie de critiquer.
Voilà, bon, en tout cas, on a fêté les 5 ans de Ben White à Arsenal. Je voulais Wow. juste dire qu'il a fait son quinquennat, que ça a été beau. Parce qu'en fait, on a tendance à penser à sa carrière à partir de 22-23, l'arrivée de Saliba. Mais en fait, il était là un an avant. Il est arrivé en 2021 et il y a eu toute cette année où on a failli finir 4e et on a fini 5e de justesse. Et en fait, il était défense centrale avec Gabriel et il y avait déjà en fait des prémices un peu de ce qui allait arriver après. On avait déjà dans la deuxième moitié de cette saison, donc début 2022, on commençait déjà à se dire, tu te souviens, c'était là où il y avait eu le nouvel an, on avait été assez bon et ce con de Gabriel contre Manchester City, 1er janvier, ce con de Gabriel se prend un deuxième carton jaune contre Gabriel Jesus. À cause Mais c'était l'époque où Gabriel pouvait encore faire des conneries et perdre la tête. Exactement. Ce qu'il a fait contre City d'ailleurs, un peu quand même, hein, avec Haaland là, quand il lui met un peu un coup de tête. Mais bon. Exactement. Mais par contre, Ben White, cette charnière Ben White-Gabriel, en fait, elle était pas mal. Et quand Saliba est revenu, était bon, on s'est dit, bah mince, qu'est-ce que Ben White va devenir, tu te souviens ? Et en fait, il s'est reconverti arrière droit, et là, c'était... il s'est reconverti magistralement. Magistralement, et donc, le souvenir qu'on garde est plutôt celui-là, alors qu'il y avait un Ben White préhistorique. Oui, mais oui, avant l'invention de l'écriture. Et d'ailleurs, il était assez bon pour s'aventurer vers l'avant, dribbler et tout. Ah bah voilà. Bon, déjà. Quelles sont tes prédictions vite fait comme ça, à froid là, sans contexte, top 4 de la Ligue. On le refera plus en détail après 3 matchs de Première Ligue, comme la dernière fois. Alors, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City. Oh, c'est marrant, j'aurais mis Manchester United 2e, moi. Tu penses quoi ? Je sais pas. Non, mais Carrick, ça va être fini là. T'as raison, Carrick avec l'Europe en plus, je sais pas. Chelsea, ils ont pas l'Europe. Ils ont pas des bons joueurs, franchement. United ? Ils ont des bons joueurs, mais c'est toujours pareil. Ils ont pas vraiment des leaders. Enfin, bon, c'est pas cohérent. Voilà. Je sais pas pourquoi, peut-être que je me fais avoir par la même illusion qui arrive chaque été, mais j'ai l'impression qu'United vont être bons cette saison. Non, mais ils ont toujours... Après, quand tu regardes, ils étaient pas mauvais. Ils ont fini 3e. Donc, ils ont fait une très bonne deuxième moitié de saison. Mais je pense que c'était l'effet Ole Gunnar Solskjaer, tu vois. C'est genre, un nouveau manager, on va se battre pour lui. On a des bonnes vibes et voilà, quoi. On a des bons joueurs. Donc, au final, il faut quand même c'est un peu normal. J'espère qu'ils vont réussir à faire le doublé, hein. Doublé l'année prochaine. C'est-à-dire que back-to-back, que Bruno Fernandes arrive à avoir le meilleur joueur de l'année une deuxième fois, qu'il puisse faire une photo avec le trophée et tout, quoi. En tout cas, Chelsea, je les vois bien aussi. Non, mais alors, il y a un truc où Chelsea sont bons et que nous, on n'est pas bons, c'est vendre des joueurs. Hein. Comment est-ce qu'ils arrivent à vendre Chalobah à 36 millions d'euros à Como ? Alors ça. Mais Como ? Non, mais ça, c'est comme dirait Benoît Poulvord dans le film Star Plus. Ça, c'est encore Magouille et compagnie, je ne sais pas quoi. De toute façon, je pense qu'en effet, Chelsea, c'est du transfert de joueurs in and out pour blanchir de l'argent par des commissions. Je pense que c'est plus une entreprise de blanchiment d'argent. C'est une allégation, c'est une suspicion, je ne suis pas convaincu, plus qu'un vrai club de foot. Attends, mais Como, c'est pas le club qui vient de monter, qui est managé par Fabregas ? Ils viennent pas de monter, mais en effet, ils sont montés il y a pas longtemps. Ah, et ils sont managés par Fabregas. Maintenant, ils sont même ils ont pas été rachetés récemment par un mec assez riche ou je sais pas quoi, parce que 36 millions, ça me paraît énorme. Pour un club qui vient de monter. C'est énorme en pour Serie un club italien comme ça, tu te rends compte ? Nous, c'est notre. Attends, pour Chalobah. Pour Chalobah, ils ont égalé notre record de vente de toute l'histoire de notre club en montant. Juste avec celui-là. Ah oui, nous, c'était Oxlade-Chamberlain, qui l'eût cru. Voire 40 millions d'euros, peut-être. Ce gros nul. Bon. Attends. Encore une balle c'est lui notre record. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ah oui, c'est encore Oxlade notre record. On n'a rien d'autre à faire, on n'a pas de match. Et ils ont vendu, je vois, là, 60 millions d'euros, un peu moins, 55 millions d'euros, André Santos à United. Comment ils font ? Combien ? 48 millions de livres. Alors, encore, de vendre un club de Première Ligue qui est un rival, et c'est United qui sont assez connus pour quand même se faire avoir souvent. Et André Santos, 89 il a fait millions. Une demi-saison OK. Santos ?
Attends, ils payent 90 millions pour Anthony. Tu crois qu'ils vont payer? Tu crois que... Encore une balle perdue. Non, j'avoue que je suis... Bah, André Santos, c'est vrai que je sais même pas ce qu'il fait, en fait. Il joue où? Il fait quoi? Je sais même pas si je l'ai vu jouer cette saison, quoi. Il joue milieu. Si, il était quand même plutôt pas mal. Bon, il a été prêté pas mal et il est revenu. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils arrivent à 36 millions à Como pour Tchaloba. C'est un truc de dingue, quoi. Non, mais attends. Franchement, c'est... Ou alors, il y a un truc que j'ai pas vu. Non, mais en fait, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça. C'est qu'en fait, nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils font n'importe quoi. Et oui, sur le terrain, ils font n'importe quoi. Leur but n'est pas de gagner des matchs, en fait. Oui, en fait, je pense que c'est ça, on se rend pas compte, mais je pense que les owners, ils ont vraiment vu ça. Pour eux, c'est juste un moyen d'acheter et de vendre des assets et de gagner de l'argent comme ça, quoi. Et ça marche, parce qu'ils achètent des jeunes joueurs, ils les revendent après plus cher, ils font ça tout le temps. Parfois pas ils plus cher, à rester en première mais dans ligue. l'ensemble, tant qu'il y a des millions qui passent, leurs affaires, ils arrivent... En fait, c'est ça. Ils sont en Europe, ils gagnent de temps en temps des trophées en bois, mais c'est quand même des trophées, la Club World Cup à la FIFA, ils gagnent plein d'argent grâce à ça, ils ont été payés énormément grâce à ça. Et ils ont tellement de joueurs, machin, ils peuvent en acheter, en vendre, ça marche pas, c'est pas grave, c'est une prise de risque, mais ça arrive. En fait, voilà, c'est ça. Mais je pense que les fans de Chelsea, là, faut pas vous attendre à un truc. Mais tu me diras, avant, ils faisaient un peu ça aussi, hein. Ils achetaient pas plein de joueurs tout le temps, mais ils changeaient d'entraîneur tout le temps, je tiens ils faisaient juste à n'importe dire quoi, ils gagnaient quand même des titres. Je tiens juste à dire qu'ils ont fini leur procès, on en a déjà parlé, hein, où il a été prouvé que sous Abramovich, il corrompait des agents pour obtenir des joueurs, des transferts de joueurs, pour que les joueurs n'aillent pas ailleurs. Enfin, donc ça a été quand même assez grave. Ils payaient illégalement des agents, illégalement des dans agents. le sens... sans que ce soit transparent, exactement. Pour obtenir des joueurs qu'ils n'auraient pas obtenus normalement, notamment Eden Hazard. Et c'est la punition, c'était 10 millions d'euros. Parce qu'en fait, apparemment, soi-disant, c'est les nouveaux owners qui l'ont reporté de eux-mêmes en achetant le club Chelsea. Ils ont dit, au fait, d'ailleurs, ça, gna gna gna. Sauf que la peine ne devrait pas être réduite parce que Chelsea a quand même fondé son succès d'aujourd'hui sur ce succès de cette époque. Donc, ce succès étant mal fondé, le succès de cette époque bénéficie à ce club. Donc, ça veut dire que ce club devrait payer, devrait avoir la même pénalité que si ça avait été découvert avant. En tout cas, ils ont fait un super achat pour remplacer ce jeune André Santos, qui est un milieu de terrain qui s'en va donc à United. Ils ont vraiment acheté un autre joueur qui a un grand avenir dans le football et beaucoup d'années devant lui, qui s'appelle Jordan Henderson. Et Danny Welbeck, qu'on va respecter parce que c'est quand même un ancien Arsenal. Once a gunner, always a gunner. Donc, Welbeck sera toujours un gunner. Surtout, moi je me souviens un but en FA Cup à Old Trafford où il marque pour Arsenal et il célèbre, mais hystériquement comme j'ai rarement vu un joueur célébrer. Ouais. Et il n'y avait pas de célébration dans sa célébration. Donc il restera toujours dans mon cœur, Welbeck, aussi pour quelques buts qu'il a mis avec Brighton dans des matchs contre des grandes équipes dans ces dernières années. Ils font toujours plaisir à voir. Bah même l'année dernière, il était encore bon. Exactement. Mais après moi, je pense... pour le coup, j'ai dit qu'ils en avaient même pas rien à foutre du terrain, mais moi, je pense ces deux achats, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas trop de leadership, je pense, dans les vestiaires, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Et je pense que ils n'ont pas pris ces deux joueurs pour leur niveau... c'est pas vraiment pour un truc footballistique, c'est plus... Je pense qu'ils ont besoin de leaders, de joueurs expérimentés dans les vestiaires. D'accord, mais Welbeck et Henderson dans le genre mollasson, charisme d'huître. Franchement, en fait, ils peuvent pas faire Welbeck, un truc. Il y a des demi-mesures. Enfin, il y a des. Mais Henderson, il était capitaine de l'Angleterre en 2018, je crois. T'as vu Henderson maintenant? Après, sa Coupe du Monde se résume à s'être pété le poignet en sautant par-dessus un panneau publicitaire. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Chelsea, ils peuvent pas faire dans la demi-mesure. Ils sont obligés de faire un extrême ou l'autre, quoi. On va prendre que des jeunes joueurs pour les apparences. C'est pour les apparences, c'est aussi, je pense, c'est genre, regardez, on prend deux leaders de la première ligue. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment, c'est Todd Boehly et compagnie, là, ils sont débiles, tu vois, ils sont là, ouais, on va faire ça comme ça. C'est à l'américaine, tu vois. Ouais, mais ils ont été assez malins pour prendre Xabi Alonso, hein. Enfin, à voir, il a encore beaucoup à prouver. Mais c'est genre le next big thing, ok, parce qu'il a fait une bonne saison à Leverkusen.
et qu'il a foiré à Madrid. Non, mais voilà, c'est bon, arrêtez. Les Chelsea ne joue pas en Europe, donc alors, ça aussi, ça va les aider. Je pense que cette saison, on va se régaler parce qu'on a beaucoup de choses to look forward to, tu vois, beaucoup de choses à espérer. Notamment le foirage de Xabi Alonso, qui va imploser. Le foirage à Liverpool avec Iraola, je pense que ça va être cool aussi, même si c'est dommage, parce que je l'aime bien Iraola, mais j'aime bien cette espèce de jeune manager un peu ambitieux, comme Potter, tu vois, ils arrivent dans un nouveau club et puis ils n'ont pas les épaules et ils se foirent complètement. Carrick. Ensuite, on va avoir Carrick. Bon, ça va être fun, mais c'est un peu sadique parce que c'est genre pauvre Carrick, tu vois, il est un peu insignifiant. C'est un peu genre bon, c'est pas très drôle, mais c'est quand même drôle, voilà. Allez. Et ensuite, on a pour finir, comment il s'appelle, Lampard qui revient en Première Ligue avec Coventry. Alors, c'est un peu moins marrant qu'avant, quand il était à Chelsea, qui se prenait pour un boss à Chelsea parce qu'il était à Chelsea. Maintenant, ça va être plus Lampard en mode je suis un peu humble maintenant parce que moi, j'ai vu que j'étais nul et que je suis obligé d'être à Coventry. Mais comme il est remonté en Première Ligue avec Coventry, tu vois, il va se sentir pousser des ailes et il va encore mieux foirer. Et tu oublies aussi qu'on a droit Maresca. Encore un. Non, mais Maresca, ça va être drôle. Le Maresca, c'est un peu le David Moyes. Maresca, c'est un peu le David Moyes qui remplace Ferguson. Et ça va être la même galère. Alors, moi, justement, je voulais parler de De Zerbi parce qu'on aura le même accent que quand Antonio Conte a fait It's the history of the Tottenham. Non, et donc, quand De Zerbi va s'écraser et qu'il va critiquer Tottenham, il aura encore ce petit accent italien. Ça va être très drôle. Je pense que j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais que tu aies raison, mais on n'atteindra jamais les sommets de Conte qui critique Tottenham en presque en italien. C'était incroyable. Après, De Zerbi, c'est du show aussi, c'est cool, tu vois. L'accent pourri. Quand Antonio Conte, il fait une conférence de presse où en gros il dit c'est tous des bolos ici, c'est vraiment de la merde. Ce club, c'est l'histoire de Tottenham d'être des perdants. Et depuis, history of the Tottenham. C'est history of the Tottenham. Et depuis, ils finissent 17 et 17e, mais c'est quand même incroyable. Alors, c'est ce qui est hyper marrant là-dedans, et vraiment, je le dis ça vraiment, c'est vraiment, faut le prendre avec humour. Pour mes amis italiens. Allez, voilà, et ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le côté, franchement, à l'italienne de genre, je pète un câble et je dis ce que je pense et j'en ai rien à foutre, tu vois. Et genre en plein milieu d'une press conference, et ça, c'est trop marrant. Ça, tu vois. Un Anglais aurait pas pu faire ça. Un Anglais aurait jamais fait ça, quoi. Pas de la même manière, tu vois. Jamais t'aurais eu ça. C'est ça qui était trop marrant aussi. Mais respect à lui d'avoir fait ça. C'était cool. Bon, De Zerbi, ce sera un peu accent pourri. De Zerbi, il est capable d'allumer les interrupteurs aussi. Enfin, les mèches de dynamite. Ouais, il est capable. Mais lui, mais lui, c'est plus un kéké, tu vois. Il a pas le... C'est pas pareil, tu vois, mais ce sera drôle quand même. Ça peut être drôle. Et Maresca, un peu trop insignifiant pour que vraiment qu'on en ait quelque chose à foutre quand il foirera, mais bon, c'est toujours fun. Attends, faut qu'on... Non, mais... Ouais, c'est déjà pas mal. Je vois pas ce que tu... je sens que tu vas regarder plein de Match of the Day cette saison. Après, faut qu'il fasse le taf et qu'il foire. Mais aux anges. Non, mais attends, tu te rends compte, on va être bien servi cette année quand même. Hein. Après, Arne Slot va un peu me manquer, je t'avoue. Ça va me manquer. Arne Slot va me manquer et Guardiola, non, parce qu'en fait, Guardiola, bon, déjà, il gagnait quand même souvent. Non, Guardiola, il va me manquer zéro. Mais non, mais en plus, c'était pas drôle quand il faut. Non, je veux dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Même qui foire, c'est pas drôle. Qui réussisse, c'est pas drôle. Donc, ouais, il y avait pas trop de fun avec lui. Bon. Voilà. On a fait le tour de la question. Et ben voilà. On va s'en refaire un autre bientôt. 59 minutes 05. Exactement. Si tu penses que c'était pas calculé. Hein. Enfin, non, parce que tu vas couper le début. Donc tac. Un peu moins. Bah, je vais surtout ajouter à couper le début, mais quand même ajouter le générique. Ah ouais, donc on sera peut-être à 59 minutes. Ouais. Tac. Allez, ciao. Ciao les petits Gunners. Ciao les petits Gunners.